Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud. On va à parler de compétences de la réindustrialisation avec un focus tout particulier sur l'aéronautique. Et pour cela, je suis en compagnie de Marie-Laetitia Desrobert. Bonjour. Vous êtes expert dirigeant chez Randea, société cabinet de conseil et d'expertise, notamment spécialisée dans la transition de filière. À vos côtés, nous avons Isaac Lambert, chargé d'études au sein de l'ORCI Occitanie, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Bonjour. Observatoire régional des compétences industrielles, observatoire qui a été créé en 2018 à la fois par la région Occitanie et l'UIMM. Et enfin, on termine ce tour de table avec Agathe Schillinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH, directrice des ressources humaines, France de chez Mecachrome. Mecachrome, société d'usinage complexe qu'on connaît bien ici à Toulouse puisque vous êtes basé à Blagnac, sous-traitant aéronautique, semi-collaborateur et on va dire entre 650 et 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci d'être avec nous. Vous allez témoigner évidemment des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et quand on parle de réindustrialisation, quels sont les enjeux, quels sont finalement les points de départ? C'est ce qu'on va voir avec vous, Marie-Laetitia Desrobert. Ça veut dire quoi et de quoi on parle? Alors la notion de réindustrialisation a, je dirais, un petit peu le vent en poupe. Mais dans ce territoire très industriel où la filière aéronautique et spatiale est très ancrée, notre défi, ce n'est pas tellement de réindustrialiser, mais de maintenir la performance de l'ensemble de la chaîne de valeur dans le futur. Et donc, c'est plutôt travailler, préparer l'avenir et les compétences du futur qui sont, je dirais, le premier sujet pour maintenir et l'emploi et la performance. Il y a quand même un point spécifique depuis la crise Covid et puis la crise des approvisionnements, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une difficulté autour de justement de la performance de cette chaîne de valeur et qu'un des sujets, ça peut être, de maintenir l'ensemble de la chaîne de sous-traitance pour pouvoir être toujours aussi fort, mais parfois même de relocaliser certaines compétences particulières de cette chaîne de sous-traitance. Très bien, donc maintenir les compétences, maintenir également l'activité, le plan de charge. Est-ce à dire que depuis l'arrivée du Covid et finalement cette inflexion vers de la réindustrialisation, ce sujet d'activité économique est important pour vous? Est-ce que vous le surveillez? Oui, alors effectivement, dans le cadre de l'Observatoire, et je vais laisser Isaac nous le présenter, on suit effectivement... On essaye de comprendre et de mettre en perspective l'évolution du besoin en compétences par toute l'évolution des enjeux stratégiques de vos entreprises, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais je te propose effectivement de présenter l'Observatoire. Alors Isaac, effectivement, l'Observatoire qui a lancé une étude. Voilà, une étude qui s'intègre en fait qui est financée par le PIA3 et qui a été commandée par le CMQ, donc le Centre des métiers et qualifications d'excellence d'aéronautique. PIA3. Plan d'investissement d'avenir. Voilà. les aléas du direct, vous m'avez eu. Et du coup, comme vous l'avez dit, il y a eu un regain d'intérêt pour cette question de réindustrialisation, de l'importance de maîtriser la chaîne de valeur et les chaînes d'appro depuis la crise Covid. Et il se trouve que la première enquête qu'a menée l'ORCI sur ses besoins en compétences, c'était en 2020. Et c'est une enquête longitudinale qu'on a pu mener chaque année, et ce qui nous permet en fait de suivre, de faire une rétrospective de l'évolution des besoins en compétences des entreprises occitane de la filière aéronautique et spatiale. Et donc c'est une sorte de base de données assez inédite pour revenir en fait sur toute cette période. Oui, plus de 500 entreprises ont répondu présent en fait à une édition ou à plusieurs, ça c'est un point clé. On regarde en arrière, mais surtout on regarde en avant, donc rétrospective et prospective, puisqu'on s'intéresse aux compétences montantes en fait, qui vont permettre de préparer l'avenir. Très bien, alors justement, quels sont les points d'attention relevés par l'Observatoire? Alors le premier point, c'est que avant toute chose, les entreprises du tissu industriel local ont commencé par sécuriser leur existence. Donc par là, j'entends notamment les questions d'approvisionnement et de maîtrise des chaînes de valeur. Donc on a dans l'enquête un ensemble de compétences qu'on met sous la bannière commerciale, et parmi celles-là, il y a les relations clients-fournisseurs, réseau, partenariats locaux et collaboration, qui est une compétence qui a connu le plus grand investissement réalisé sur toutes les compétences en fait, de l'enquête au cours de ces dernières années, et plus particulièrement entre l'édition 2022-2023 et 2023-2024, donc la dernière.
Une autre compétence de ce domaine qui a un intérêt de mentionner ici, c'est la communication digitale, parce qu'on sait qu'il y a tout un enjeu autour de l'aérobashing et que les entreprises du secteur ont eu vraiment une grosse prise de conscience de leur intérêt d'aller sur cette compétence. Et là aussi, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits sur cette compétence. Environ une entreprise sur deux aujourd'hui presque nous dit avoir mis des billes sur ces compétences-là. Et derrière, un peu pour faire le lien aussi, il y a tout un ensemble de compétences qu'on a classées dans les compétences RSE et donc qui sont utilisées un peu aussi comme un levier de différenciation des entreprises locales. Et là, pour le coup, il y a il y a une sorte de stabilité. Il y a moins d'évolution notable comme on a pu le voir pour les compétences du domaine commercial. On est plus dans la stabilité, mais les entreprises, une entreprise sur deux continue d'exprimer des besoins, que ce soit en éco-conception ou en écologie industrielle des sites. Mais pour le coup, la progression, la couverture des besoins évolue un peu moins rapidement que pour les compétences commerciales. D'accord, donc un point sur la compétence commerciale, un point sur les communications également. Est-ce que la décarbonation de l'industrie, ça fait partie des sujets que vous avez relevés dans l'Observatoire ? Oui, alors tout à fait, à la fois d'un point de vue transversal, mais aussi autour de tout l'enjeu de l'avion bas carbone. En fait, l'objectif de se décarboner, c'est de produire mieux, mais c'est également de produire des vecteurs qui vont être appréciés dans le futur. Alors, l'Observatoire ne porte pas directement sur l'avion bas carbone, mais à travers les compétences que l'on a sourcées, que l'on a observées, on peut travailler sur toutes les compétences autour de l'allègement de l'aéronef. Et on sait que la sous-traitance est très positionnée autour de la question des composites, des thermoplastiques, des superalliages. Et il y a tout un ensemble de compétences qui sont vraiment en train de progresser. Et donc aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le territoire est prêt en fait à relever le défi de l'avion bas carbone autour de ces questions d'allègement de l'aéronef, on a presque 40% d'entreprises qui peuvent faire valoir des compétences, qui sont parfois sur des compétences très émergentes, comme par exemple la plastronique ou la miniaturisation. C'est des compétences nouvelles à acquérir. Il y a tous les sujets, c'est le deuxième enjeu, de l'électrification de l'aéronef. Là, on est plutôt autour de 30% d'établissements qui ont des compétences à faire valoir. On va être sur l'électronique de puissance, on va être sur le management thermique. Il y a tout le sujet aussi pour pouvoir produire de façon décarbonée, mais produire un avion performant. Et on en parlait en préparant cette émission, autour de l'IoT, de la maintenance prédictive. Comment faire mieux avec moins de matière et en détruisant moins pour prolonger la durée de vie de nos composants. Là, il y a là aussi des compétences sur lesquelles les entreprises ont beaucoup investi. C'est l'un des domaines où elles ont non seulement investi, mais réussi à capter de nouvelles compétences, notamment par le recrutement. Et puis, il y a deux domaines où là, on est vraiment plus circonscrit, on est très émergent autour des nouvelles propulsions électriques, tout ce qui est autour des batteries, de l'électrique de forte puissance, etc. Les moteurs à forte puissance, pardon. Et puis, toute l'hydrogène, où on se rend compte, là, on est vraiment, c'est plutôt les constructeurs. Ça va être la tête de chaîne qui va être en avance sur ces sujets-là. La sous-traitance, et on va en parler, va plus essayer de répondre aux attendus. Là, pour le coup, on va mobiliser la formation, en fait, parce que ce sont des compétences dont on ignore encore en fait vraiment la consistance. Donc l'outil de formation va être sollicité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'avion bas carbone, c'est pas encore tout à fait aujourd'hui. Mais on voit bien que cette filière, elle a vraiment des atouts à faire valoir, et c'est ce que suit l'Observatoire. Peut-être. Alors, Agathe Chilengi, justement, vous êtes l'entreprise témoin de ce plateau. Déjà, est-ce que par rapport aux points qui ont été relevés par Isaac Lambert, vous vous retrouvez dans les points d'attention qui ont été soulevés par l'Observatoire ? Alors, parfaitement. Et on a aussi contribué à répondre à cette enquête à plusieurs reprises. Sur la partie commerciale, effectivement, pour nous, le post-Covid, ça a été effectivement le retour au recrutement sur ces enjeux-là, donc sur ces compétences-là, commerciales, achats, beaucoup de discussions avec l'inflation matière, donc beaucoup de discussions avec nos partenaires, nos clients et nos fournisseurs, mais également tout ce qu'on retrouve dans cette étude-là autour de la continuité numérique. C'est un vrai sujet
d'attention pour nous, de travail, qui nécessite aussi des compétences internes et des compétences qu'on va aller chercher en externe. Alors la continuité numérique, pardon. Alors, continuité numérique, je vais peut-être laisser Marie-Laetitia expliquer ce qu'elle entend par ça dans l'étude en tout cas. Alors, la continuité numérique, elle peut se faire au sein de la chaîne de valeur. Par exemple, vous avez un constructeur qui vous donne une pièce à réaliser. Et en fait, les spécifications de cette pièce vont être transmises de façon numérique. Et l'ensemble du suivi de la production chez le sous-traitant va être suivi de façon numérique avec des capteurs, un suivi, une remontée de données, une remontée qualité. Et parfois, ça va même suivre jusqu'au client pour pouvoir analyser l'ensemble du processus de bout en bout. Et c'est majeur aujourd'hui, effectivement, concernant le ramp-up autour de l'aéronautique. Comment nous, en tant que sous-traitants, on se met au niveau sur cet accompagnement de nos clients pour être à la fois en quantité, en qualité, en délai. On sait que c'est compliqué aujourd'hui pour que tous les sous-traitants soient à l'heure pour arriver à faire sortir ces avions-là. Et du coup, cette continuité numérique, elle est essentielle effectivement dans la remontée de données, dans le traitement des données. Nous, on est ce qu'on appelle des sous-traitants, on est des build to print, c'est-à-dire qu'on reçoit des plans, comme le disait Marie-Laetitia, ensuite on produit. On a aussi une continuité numérique à avoir avec nos propres sous-traitants. Donc c'est vraiment tout cet enjeu-là autour des données. Donc le commerce, ça va être à la fois sur les recrutements de personnes, de ces compétences-là, mais également autour de ces enjeux technologiques numériques qui sont assez nouveaux. Ouais. Et c'est justement un des points que l'on constate dans l'observation, c'est que si le cœur de métier de l'aéronautique reste mécanique, en fait, il y a une forme d'hybridation et il y a plein de compétences complémentaires qui s'ajoutent. Et même les petites entreprises aujourd'hui ou les moyennes vont devoir, autour de ces savoir-faire socles, acquérir soit une couche de digital, soit une couche d'exploitation de données, soit, alors pour tout le monde, absolument tout le monde, de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire et garantir qu'il n'y ait pas de perte d'IP, etc., d'éléments en fait, sans être au bon niveau de standard en cybersécurité. Ça va être la mécatronique, donc l'alliance de l'électronique et de la mécanique. Et en fait, on est sur ces compétences beaucoup plus complexes à acquérir qui posent du coup la question de la chaîne de valeur. Et qui sont complexes pour nos tailles d'entreprise, ETI, PME, parce qu'effectivement, la menace, elle pèse sur toutes les entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, la question, c'est pas de se demander si la menace va tomber sur nous, c'est quand elle va tomber. Elle va forcément arriver. Et donc, ça fait appel effectivement à des compétences complexes, très techniques, qu'une entreprise de taille moyenne, voire de grande taille, mais qui n'est pas une très grande entreprise, n'a pas forcément les moyens d'obtenir et ne sera jamais au top niveau de la compétence. Donc on est obligé aussi à la fois d'avoir un gros vernis socle, mais en même temps d'aller chercher des compétences à l'extérieur. Et ça, c'est bien mentionné dans l'étude, on le voit bien. D'accord, donc on voit bien sur la partie commerciale, on voit bien sur la partie maintien des compétences, notamment en matière de technicité des salariés. Et puis, on évoquait tout à l'heure la décarbonation et l'avion bas carbone. Comment vous vous positionnez également par rapport à cette problématique-là? Alors, comme le disait Marie-Laetitia, c'est vrai que nous, on est dans la chaîne sous-traitante, donc on est impacté et on est concerné au même niveau que nos donneurs d'ordre. C'était aujourd'hui des éléments essentiels à la fois d'attractivité pour les jeunes générations et les moins jeunes, mais également un vrai sujet d'environnement, de toute façon, et d'environnement et on va dire d'enjeu sociétal. Donc nous, on va être autour de ces sujets-là beaucoup sur tout ce qui va être comment on détruit moins de matière, comment on utilise moins de matière. Donc la maintenance prédictive, on en a parlé. Donc c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler nous en interne, mais ça va être également comment on valorise les déchets de matière, des pièces usinées, pour trouver des sources des filières de recyclage et d'utilisation de ces matériaux. Le deuxième enjeu pour nous, ça va être de travailler autour des flux. On le voit dans nos bilans carbone, après ou en même temps que les déplacements des salariés, puisque nos usines ne sont pas en ville, elles sont à la campagne, donc un salarié qui se déplace, c'est aussi un véhicule qui est emprunté, donc comment on travaille autour de notre population salariée, mais c'est également comment on va travailler sur l'internalisation d'un certain nombre de procédés, notamment chez nous, là, ça va être les procédés spéciaux, pour éviter que les pièces rentrent dans l'usine, sortent de l'usine, repartent dans une autre usine et reviennent ensuite avant de partir chez le client. Donc c'est tous ces enjeux-là autour des flux que l'on est en train de travailler chez Mecachrome. Et c'est là où on peut donner une autre définition presque à la notion de relocalisation,
parce qu'en fait, c'est la colocalisation des activités. Pendant longtemps, en fait, on a spécialisé les sites industriels et on se rend compte que la performance, qu'elle soit environnementale ou même financière aujourd'hui, la colocalisation sur un même site peut être pertinente. Donc, c'est une autre définition aussi qu'on peut donner à cet enjeu évoqué au départ. Par exemple, on intègre du traitement de surface dans certaines de nos usines. Voilà. Avant, c'était fait à l'extérieur. C'était fait à l'extérieur. Voilà. Donc, vous réinternalisez un certain nombre de compétences. Donc, on est obligé d'aller chercher de nouvelles compétences. Et donc, de recruter. Et donc, de recruter. Et vous recrutez combien de personnes actuellement ? Alors actuellement, c'est un peu difficile. Alors, ça se tasse là sur la fin d'année, mais sur ces 2 dernières années, on a bien recruté 600 personnes par an. Quand même. Donc Voilà. c'est Donc, quand même beaucoup de compétences à intégrer, beaucoup de compétences éloignées du monde industriel à intégrer, c'est-à-dire aussi des plans de formation importants, de l'accompagnement sur les postes qui est important également, parce qu'effectivement, il faut être au rendez-vous de la productivité, de la qualité, et là, il y a des enjeux majeurs sur les populations aujourd'hui de salariés que l'on intègre, qui ne viennent pas forcément du monde industriel. Isaac Lambert, justement, concernant cette intégration de nouvelles compétences, ce n'est pas forcément des compétences techniques. Que dit l'étude que vous avez menée ? Oui, tout à fait. Je pense déjà, il faut dire, par rapport à toutes ces compétences-là qui ont été énoncées dans l'étude, on va demander comment est-ce que vous comptez combler ce besoin. Est-ce que vous voulez recruter, former, sous-traiter, acquérir des outils, recueillir du conseil. Et le mode de couverture qui a le plus augmenté ces dernières années, c'est la formation. Donc, une première manière de répondre à votre question, c'est de dire les entreprises ont besoin d'un appareil de formation qui soit adapté justement à par exemple sur l'acquisition des compétences sur les traitements de surface, des choses assez pointues. Donc il faut que ce soit assez flexible. Et ensuite, il y a deux autres thèmes, j'ai juste les mentionner, on va rebondir. Il y a les liens entre collaborateurs entreprises. Alors c'est quoi ? C'est la communication interne ? Alors on revient dessus et après il y a les enjeux de santé économique et du coup peut-être Maritia, tu voulais reprendre. Oui, je voulais d'abord rebondir si tu veux bien sur la formation parce qu'effectivement ce qu'on constate dans la formation, c'est 2 tendances. D'une part, à internaliser la formation. Parce qu'en fait, c'est au plus près du besoin de l'entreprise que la performance de l'outil se met en œuvre. Donc, il y a des entreprises qui ont les moyens de former en interne, donc ça, c'est important, soit par un site, une école de formation interne, ou en développant de la formation sur le poste. Mais surtout, quand on n'a pas les moyens de le faire, ou sur des compétences nouvelles, on aimerait bien trouver à l'extérieur ce qui permet d'acquérir la compétence. Et là, ce qui apparaît cette année très fortement, c'est une forme d'évaluation plus négative, ou en tout cas plus exigeante de la part des entreprises qui disent là, nous, il faut vraiment que l'outil de formation il soit au top du top du top de ce qui est possible d'acquérir, sinon il ne nous appuie pas suffisamment et on n'arrive pas à se développer au rythme où il le faudrait. Donc il y a vraiment besoin d'un outil de formation qui soit au plus fin de la technicité attendue. Ça, c'est un point important. Et effectivement, il y a un autre enjeu, parce qu'une fois qu'on a des talents, et vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, on les forme, ça met du temps. Mais du coup, l'entreprise, elle a un besoin pour être performante, elle a besoin de garder ses collaborateurs. Et là, dans l'Observatoire, c'est un enjeu RH qui vraiment transparaît. C'est-à-dire que autant sur les années précédentes, ça fait 5-10 ans qu'on travaille la fidélisation au sens du souci de l'entreprise pour chacun de ses collaborateurs et collaboratrices. Et aujourd'hui, le sujet, et ça monte dans plein d'autres études, on a ce même type de choses, là on a pu même le mesurer grâce à l'Observatoire. C'est aujourd'hui, ce n'est pas seulement tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. C'est comment on engage, comment on retrouve de la productivité, du suivi, de l'acceptation de certaines contraintes d'exécution, que ce soit le rythme de travail, les nuits ou les astreintes, pour lesquelles un certain nombre de collaborateurs ne veulent plus, trouvent que l'incidence est trop forte sur leur vie personnelle. Et là, on a un vrai sujet de mobilisation au travail. Donc ça, on le retrouve dans l'Observatoire. Et il y a un point qui ressort de l'étude, c'est que ce point-là, c'est le plus grand frein pour anticiper les compétences d'après les entreprises. On leur a demandé qu'est-ce qui peut obstruer un peu la vue, et les choix internes des collaborateurs sont le principal frein.
Et peut-être vous Non, mais pouvez... c'est vrai qu'on est, nous aussi, chez Mecacrom, on a 23 usines en France et à l'étranger. Donc, on est confronté à cette difficulté-là de l'individualisation d'un temps de travail nécessaire et en même temps très compliqué à gérer à l'échelle d'un collectif de travail. Effectivement, on a des gens qui veulent pas forcément faire le week-end, et on peut comprendre. Il y a des gens qui veulent faire le week-end, mais pas la semaine. Donc, quand on les remet en semaine, ça va pas. Des gens qu'on a repassé de nuit, qu'on a repassé en journée, ça va pas non plus. Donc, en fait, c'est compliqué, effectivement. Moi, j'ai pas la solution miracle, mais effectivement, on va vers une individualisation. On le voit aussi avec le télétravail, pour certaines fonctions qui peuvent télétravailler, avec des attentes particulières. Et la fonction RH aujourd'hui doit essayer d'accompagner l'ensemble de ce mouvement dans une injonction contradictoire permanente. C'est-à-dire comment on maintient le collectif de travail et en même temps comment on arrive à individualiser pour coller aux attentes des collaborateurs. Alors, on n'a pas encore une fois la solution miracle. Nous, ce qu'on essaie de faire chez Mecacrom, c'est travailler aujourd'hui sur les parcours. C'est-à-dire que quand on a effectivement des salariés qui ont des velléités, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer de lieu aussi, parce qu'il y a aussi toute la question de la mobilité géographique qui est plus complexe, mais on va essayer d'accompagner des parcours pour avoir d'autres opportunités, d'autres types d'emplois, d'autres types de fonctions et permettre aux salariés de progresser comme ça et nous, entreprises, de conserver les compétences et de développer les compétences. Oui, parce qu'il faut les garder quand même. Exactement. Il ne s'agit pas de les former. Exactement. Très bien. Marie-Laetitia, pour conclure justement sur cette étude. Pour conclure sur cette étude, 4 années d'observation hyper fine. Donc, ce que l'on souhaite, en fait, c'est un outil. Ce qu'on souhaite avoir fait avec Isaac, c'est vraiment un outil au service des entreprises, parfois pour conforter des intuitions, des évolutions en cours dans l'entreprise, et surtout pour pouvoir mieux anticiper et préparer. Et ça, quel est l'enjeu ? C'est au niveau du territoire, vraiment l'outil de formation. Je pense que cette étude, elle a un deuxième public. C'est vraiment cet outil de formation pour qu'ils puissent s'adapter et puis anticiper au mieux, parce que le territoire a énormément de force. Mais c'est vrai qu'on voit bien que dans une compétition internationale où la technologie, elle peut redéfinir les cartes, il ne faut vraiment pas prendre de temps de retard. Et donc, c'est maintenant que le futur se joue, en fait. C'est vraiment maintenant. Très bien. Isaac Lambert, là, vous travaillez sur l'étude 2025 déjà ? Alors, je peux pas spoiler, mais c'est dans les bacs. C'est dans les bacs. Et elle va pas exister sous la même forme parce qu'en fait le projet était financé sur 4 années. Donc là, ça là, c'est fini, c'est la fin d'un cycle. Voilà, donc vous avez le dernier rapport qui est en ligne. Qui est consultable où d'ailleurs ? Sur le site de l'Orsi Occitanie. D'accord, tout le monde peut le regarder. Tout le monde peut le regarder. Il y a un rapport complet. Il y a une synthèse rédigée qui est beaucoup plus abordable pour les gens qui... pour les néophytes. Voilà, les néophytes, exactement. Très bien, et donc on vous retrouvera sans doute pour la saison 2025 et le nouveau cycle de l'Observatoire. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci.